Hello à tous. Alors on attend Edouard, qui ne devrait pas tarder, qui changeait simplement de navigateur. Salut tout le monde. Salut. C'est bon Edouard? Alors je vois pas ta caméra. Ouais, là c'est Chrome qui a décidé que je n'étais pas autorisé. Pourtant dans les permissions, c'est indiqué que oui. Ah mince! Et ben écoute, sinon tu peux rebasculer sur l'autre navigateur. OK, tu es parti. Bon alors le temps que Edouard se reconnecte, simplement pour ceux qui ne connaissent pas, Modulo, c'est un réseau de développeurs juniors, c'est un réseau d'entraide qui a pour but de booster l'employabilité des développeurs juniors pendant qu'ils recherchent leur premier job. Et donc, on organise régulièrement, presque toutes les semaines, un webinaire avec un expert qui vient nous parler d'une thématique. Et aujourd'hui, c'est Edouard qui va nous parler des design patterns. Donc, c'est un concept dont on entend beaucoup parler, et pour autant, c'est pas forcément vu en école de code. Alors, allez-vous enregistrer le talk? Oui, on va l'enregistrer en replay. Alors, Edouard, je vois pas ta caméra. Est-ce que tu veux basculer sur ton autre navigateur? Ok. Bonjour tout le monde. Donc, je disais que le temps que Edouard se connecte, on va donc parler des design patterns aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Je les poserai à Edouard au fur et à mesure. Ouais, c'est bon, Edouard, je te vois. Coucou, bonjour à tous. Merci beaucoup Claire pour l'invitation pour Modulotech et merci à tout le monde de prendre de votre temps sur la pause midi pour venir m'écouter. J'espère que ça vous apportera des choses ou qu'en tout cas ça donnera lieu à des discussions intéressantes. Mm. Pour, Eh bien, merci beaucoup, Edouard, de venir faire ta présentation aujourd'hui. Moi, je disais simplement en introduction que les design patterns, c'est un concept, en tout cas, dont on entend pas mal parler et qu'on voit pas forcément en école de code. Donc, je trouvais que cette thématique était assez importante à aborder aujourd'hui. Et donc, merci beaucoup de venir nous en parler. Eh ben, avec grand plaisir. Et donc, là, le sujet étant, je vais déjà partager mes slides vu qu'on peut déjà. Ah oui, c'est bon. Donc, je vais partager l'écran. Voilà, j'espère que vous le voyez. Donc, le sujet étant hyper vaste, des design patterns et des codes SMEL et du legacy, ça fait déjà 3 gros sujets qui méritent des modules de cours à part entière, que d'ailleurs j'enseigne sur les design patterns pendant, c'est des modules qui durent une trentaine d'heures et tout. Donc là, résumer tout ça en 1 heure, c'était un peu compliqué. J'ai hésité donc entre plusieurs solutions. Et donc celle que j'ai retenue, ça va être de pas forcément donner énormément de recettes très actionnables. Je vais quand même détailler quelques codes SMEL. Donc on va commencer par définir ce que c'est qu'un code SMEL. Je vais présenter les grandes familles et donner vaguement une définition de chaque famille de code SMEL. Et ensuite, donc ce qu'on va voir, ça va être attendez, faut que je retrouve ma fenêtre. Je suis pas encore habitué. Voilà, ok. Ensuite, une fois qu'on aura défini quelques codes SMEL et on va voir les design patterns, en particulier les familles auxquelles ils appartiennent. Et je vais en donner 2 exemples qui sont, à mon avis, les 2 plus actionnables pour se sortir d'une situation de legacy. Ceux qui, à mon sens, si on devait en connaître que 2, ce serait ceux-là. On verra donc après lesquels et comment on les utilise. Et pour avoir quelque chose de plus actionnable et qui distribue un petit peu plus de valeur, j'ai décidé de remonter d'un niveau d'abstraction et donner des concepts théoriques plus généraux qui sont actionnables et surtout qui vont permettre en fait d'avoir une espèce de fil rouge et qui vont permettre de mieux comprendre les concepts sur lesquels reposent les design patterns et comment éviter de produire du legacy au quotidien. On n'a pas énormément de temps, donc je vais démarrer tout de suite. Par contre, là, étant donné que je vois pas le chat, je vois pas les Il n'y a pas de commentaires qui seraient souci. faits, donc n'hésite surtout pas à m'interrompre. J'ai plus, enfin quand j'enseigne en distanciel, je préfère quand c'est interactif, donc vraiment n'hésitez surtout pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui vous paraît pas clair ou même avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Généralement, c'est aussi là qu'on a des discussions qui sont intéressantes. Donc, bref, n'hésitez pas.
Je vais relayer les questions, du coup, Edouard. Ouais, et ben Moi, j'en ai avec une toute j'ai première, peut-être pour que vas-y. ce soit clair pour tout le monde. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est que le legacy? Le legacy, donc c'est en anglais un terme qui veut dire héritage et c'est, un terme qui est utilisé pour, décrire du code, qu'on n'a pas écrit en général et ensuite il y a plein de connotations différentes en général qui sont assez négatives pour dire que du code legacy, c'est du code, qui est, de mauvaise qualité, qui est difficile à maintenir, difficile à comprendre parfois et donc ça se manifeste, par plusieurs symptômes. On va en voir certains aujourd'hui et mais d'une manière générale, si on devait donner une seule phrase du code legacy, c'est du code qui fait souffrir. D'accord. Mais c'est différent de la dette technique, du coup? Bah, la dette technique, en fait, on peut décider d'avoir de la contracter, parce que la dette, en fait, c'est une notion à la base qui est censée être quelque chose de contrôlé. Et le code legacy, c'est plus appliqué à ce qu'on appelle l'entropie du logiciel, donc la tendance naturelle qu'a un logiciel qui continue à vivre, à se détériorer et à devenir de plus en plus difficile à manipuler. D'accord. Voilà, donc OK, la dette technique, c'est plus quelque chose, à mon sens en tout cas, qu'on va choisir de contracter, même si c'est parfois, un peu, tout mélangé et où on a, souvent le terme qui est utilisé pour plusieurs choses. ça marche. Voilà, voilà, donc les codes SMEL, donc en développement logiciel, un SMEL, c'est un défaut de conception ou d'implémentation. Ça pose pas forcément de problème à l'exécution ou au comportement, mais c'est souvent révélateur d'un problème de design. Donc, comme tu l'as dit dans ton post LinkedIn pour annoncer le talk, un code smell, ça veut pas forcément dire qu'il y aura un bug, mais c'est quelque chose qu'on trouve et qui vit exclusivement dans le code source de l'application, qui ne gêne généralement que les développeurs, mais qui peut parfois en fait rendre l'évolutivité ou la maintenance beaucoup plus compliquée et donc plus difficile et plus chère. Donc le terme, il nous vient de Ken Beck, donc l'auteur du bouquin qui a popularisé le TDD, et c'est un terme qui a pris, on va dire, beaucoup de popularité quand Martin Fowler en a parlé dans son bouquin qui s'appelle Refactoring, qui est une ressource que je recommande vraiment, au même titre que d'autres que j'ai mis à la fin du talk. Donc, les code smell, ils se répartissent en plusieurs familles. La première, c'est ce qui s'appelle les bloaters. Donc, c'est vraiment tout ce qui fait gonfler une entité de code. Donc, c'est entité de code ou module, c'est des termes que je vais utiliser pas mal pendant la présentation. C'est un terme générique pour parler à la fois d'une fonction, d'une classe ou d'un ensemble de classes. Donc, vraiment là, l'entité de code, ça va être plutôt au niveau d'un fichier, donc au niveau d'une fonction, d'une classe ou ce genre de choses. Et donc, c'est des code smells qui sont assez vicieux parce qu'ils apparaissent pas d'un coup, ils apparaissent petit à petit, surtout quand personne ne fait l'effort de s'y attaquer. Donc vraiment ici, tout ce qui fait gonfler, donc petit à petit, si on fait pas attention à ce qu'on fait, ben, on se retrouve avec une situation qui devient hors de contrôle et qui devient extrêmement difficile à gérer. Donc les code smells, il y en a 4 principaux dans cette famille-là. Donc ils ont un nom qui est relativement parlant, donc large class. Donc quand on a des classes qui sont assez énormes, je vous invite à réfléchir sur les projets sur lesquels vous avez travaillé. Quelle était la plus grosse classe que vous ayez vue? Personnellement, j'ai déjà été sur un projet où il y avait une classe en particulier qui était tellement grosse qu'elle faisait ramer Visual Studio quand on l'ouvrait. Donc du coup, on la fermait plus. Et donc du coup, comme elle était à disposition, c'était un endroit assez idéal pour ajouter du code. Donc on avait un certain cercle vicieux qui faisait que c'était très très compliqué de s'y attaquer et ça a nécessité plusieurs semaines pour enlever quelques centaines, quelques milliers de lignes. Pareil, longue méthode, c'est quand on a des méthodes qui sont beaucoup trop longues. Et donc là, je sais pas, peut-être dans les commentaires, ça peut être amusant de voir quelle était la plus longue méthode sur laquelle vous avez travaillé. Personnellement, sur le projet en question, là dont je parlais tout à l'heure, il y avait des méthodes qui faisaient 2000 lignes vraiment de façon très répandue. Et de façon un peu plus rare, on avait des méthodes qui allaient jusqu'à 4000 ou 8000 lignes. Donc là, on est sur en gros tout un script procédural. C'est vraiment, on est en dehors de ce qui est censé être une fonction parce qu'on attire beaucoup trop de responsabilités. Il y a des if partout en fonction de l'état et donc ça devient extrêmement complexe de débugger ce qui se passe au sein de la fonction et encore plus de la modifier parce que il faut vérifier énormément de choses pour voir si on n'a pas entraîné des régressions. Ensuite, le long parameter list, c'est un code smell qui décrit le fait que quand une fonction a plus de 3 paramètres, c'est que ça devient nécessaire éventuellement de la séparer ou alors de regrouper les paramètres dans un objet qui va être dont la responsabilité va être de passer les paramètres. C'est un code smell qui divise pas mal. J'ai souvent du mal à essayer de faire comprendre aux gens autour de moi pourquoi est-ce que en quoi est-ce que c'est un problème.
Pourquoi le chiffre de 3? L'exemple que je donne en général, c'est imaginer que vous devez tester un peu ce que fait votre fonction. On va prendre l'exemple le plus simple, c'est que votre paramètre, c'est un booléen. Donc, vous le mettez fois 3. Vous n'avez pas 6, mais déjà 2 puissance 3 valeurs possibles dans votre fonction. Donc, les chemins algorithmiques qui peuvent être parcourus par cette fonction sont potentiellement nombreux et ça devient très difficile de garantir que la fonction fait exactement ce qu'elle dit dans tous les cas. Et donc, plus on fait augmenter le nombre de paramètres et plus le nombre de valeurs possible et grand et plus ça devient difficile donc de la tester et de garantir son bon fonctionnement. Ensuite, donc le dernier là-dedans, c'est l'obsession sur les primitives, donc le fait de ne pas utiliser des types intelligents entre guillemets, mais d'utiliser surtout des types du langage, donc les entiers, les nombres à virgule, les chaînes de caractères, les caractères et les booléens, plutôt que d'utiliser des types qui soient parlants et qui fassent déjà à leur construction une vérification de l'état du domaine. Donc le terme de domaine, pour ceux qui ne seraient pas familiers, c'est ce qui regroupe en gros l'intégralité des règles métiers qui sont nécessaires pour que votre programme apporte de la valeur à vos utilisateurs. Et donc ça, ce code smell-là, pareil, c'est quelque chose qui se fait soit en regroupant des types, enfin des différentes valeurs dans des types qu'on aura construits pour exprimer ce qu'on essaye de faire, l'idée qu'on essaye de véhiculer dans notre programme. Et donc tous ces code smells-là rendent les choses plus difficiles, non pas forcément à l'exécution, non pas forcément au runtime, mais plus vraiment dans l'évolutivité, parce que les fonctions ou les classes qui souffrent de ces code smells-là commencent à devenir des aimants à responsabilité. Et petit à petit, ça devient très difficile de distinguer d'où vient un problème, exactement où est-ce qu'il faut le résoudre, et surtout de ne pas introduire de régression à chaque fois qu'on fait une modif. Il y a une petite question à ce Vas-y. sujet de Valentin qui dit que les bonnes pratiques à ces sujets ont été mises en avant il y a un bon moment. Et comment ça se fait que tous les lead dev seniors ne prennent pas l'initiative de refactorer un code avant qu'il atteigne, par exemple, tu parlais des méthodes qui faisaient plus de 1000 lignes. Comment ça Ouais. se fait quand on arrive à ces proportions-là? Pour toutes les raisons qui font que on sait qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, qu'il faut faire un peu de sport tous les jours et qu'on le fait pas. C'est que il y a le moment où on sait qu'il faudrait appliquer des bonnes pratiques, mais après des fois on a des pressions de livraison. Ensuite il faut choisir ses combats. On peut pas toujours être derrière chaque ligne de code du développeur quand on est lead et il faut choisir ses batailles. Celui-là, dans certains projets, il est perdu d'avance et dans d'autres, il faut l'attaquer dès le début parce que c'est beaucoup plus facile, on va dire, d'avoir un régime sain où on fait que des fonctions simples, petites et qui ne font qu'une seule chose et que dès qu'il y a une ligne qui dépasse, on dit non, stop, là, ça ne passe pas. Parce que dès qu'on commence à laisser le truc partir, on ne sait pas quand est-ce qu'on arrive à l'arrêter. Il y a un effet boule de neige qui est assez énorme sur ces code smells-là. Enfin, donc les bloaters là qui est évident et donc soit on est vraiment très strict dès le début, soit ça peut être très compliqué et déjà nécessaire. Enfin, pour régler un problème comme ça, comme le coût de la classe qui est trop gros et qu'il y a trop de responsabilités, il faut parfois même mettre en place des filets de test qui soient plus adaptés, puisque les tests en place ne permettent pas forcément le refactoring. C'est tout un autre sujet que je vais pas, dans lequel il faut pas que je me lance aujourd'hui, parce que sinon on fera jamais une Oui. heure tout ce que je veux faire. Et donc, en fait, il faut arriver à vendre des sprints de refactoring ou en tout cas vendre aux parties prenantes en fait le fait qu'on va pas délivrer de nouvelles features, mais qu'on va remettre le code en état. Et ça, c'est parfois très très compliqué selon le contexte dans lequel on est. Donc il y a plein de raisons qui font que ces code smells arrivent, mais généralement c'est plus, on va dire, une certaine inertie et une pression de la délivrabilité. En tout cas, de ce que j'ai pu observer là. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer sur la famille suivante. Ouais, tu peux y aller. Ok, donc les change preventers, donc tout ce qui ralentit les modifications du code. Donc, par exemple, à chaque fois que vous avez une modif à faire dans un endroit du code, il faut la répercuter à plusieurs endroits parce que il y a un objet qui va modifier un état, sauf que cet état, il est utilisé dans d'autres fonctions et donc il faut prendre en compte cette modification. Donc là, on a trois code smell, qui sont plus présents que les autres. Je les mets pas tous, hein. D'ailleurs, les code smells, j'ai oublié de le préciser, mais il y a plusieurs listes de code smells différentes. Il y a celle de Martin Fowler, que Uncle Bob dans Clean Code en donne une autre liste.
Là, j'ai pris la liste qui est sur le site Refactoring Guru, dont j'ai pris les illustrations et que je vous ai mis en ressources à la fin de la présentation. Donc, le shotgun surgery, c'est quand on a vraiment énormément de modifications à faire, de plein de petites modifications dans plein de classes différentes. Et donc, c'est quelque chose qui est assez facile d'arriver quand, par exemple, notre objet, il passe enfin l'objet qu'on veut traiter, il passe par entre les mains de plusieurs autres objets qui sont censés faire des traitements dessus. Donc ça, on va voir après en quoi c'est une mauvaise pratique, mais généralement, ça génère le fait que une modification doit être répercutée dans plein de fichiers différents, et ça, c'est très très pénible parce que la question n'est même pas de se souvenir, est-ce que on va se souvenir de tout, mais plutôt de quand est-ce qu'on va oublier et quand est-ce qu'on va introduire un bug plus ou moins critique dans la base de code. Le parallèle inheritance hierarchy, c'est un problème qui est surtout lié à la programmation orientée objet. C'est quand, à chaque fois que vous faites une classe enfant dans une chaîne d'héritage, il faut faire un changement équivalent dans une autre chaîne d'héritage. Donc là, c'est généralement une mauvaise chose et c'est lié au couplage et à l'héritage. On va en parler plus en détail à la fin de la présentation. Autre famille de code smells, donc là, les Object Orientation Abusers, c'est ceux qui correspondent au fait que la programmation orientée objet est pas souvent bien appliquée dans les projets d'entreprise. Souvent, en fait, on fait plutôt de la programmation procédurale avec des classes. Et donc, la création d'abstractions n'est pas forcément bien maîtrisée. Et donc, ça, généralement, c'est assez problématique. Par exemple, on a plusieurs classes qui font des choses qui sont similaires, mais pas tout à fait. On peut retrouver aussi comme code smell le fait qu'on retrouve des switch statements. Donc le switch n'est pas un code smell à part entière, mais quand on a un switch sur une même valeur à plusieurs endroits du code, c'est souvent révélateur du fait que un traitement en fonction d'un certain état est fait à plusieurs endroits différents. Et donc ça génère le code smell shotgun surgery, qui est assez pénible à corriger parce qu'il faut revoir toute la conception, tout le design de la séparation des responsabilités entre les classes. Et donc, si on n'a pas déjà un filet de test qui est de très bonne qualité, généralement, il vaut mieux réécrire en TDD la partie du code qui est problématique parce que c'est vraiment très gênant et ça peut entraîner des grosses modifications selon l'ampleur du problème et la taille du projet sur lequel on est. Tu peux rappeler, Edouard, rapidement ce que c'est que l'abstraction, pour ceux qui sont Ouais, ce terme? l'abstraction, c'est le fait qu'on arrive à déterminer des choses selon un critère plus ou moins concret ou plus ou moins abstrait, c'est-à-dire que est-ce qu'on va donner un cas particulier ou est-ce qu'on va donner un exemple concret? L'exemple qui est souvent donné en programmation orientée objet, c'est les animaux et avec chaque fois un type d'animal, ou les véhicules avec les voitures, les bateaux, etc. Donc la voiture, c'est le type concret, l'abstraction, c'est le véhicule. Donc du coup, c'est le véhicule, euh, c'est le terme plus abstrait auquel la voiture correspond. C'est toujours le terme que j'ai du mal à définir, l'abstraction. C'est marrant parce que je le fais régulièrement définir et à chaque fois on a un peu des définitions différentes parce qu'on sent que Ouais, c'est assez c'est un truc subjectif. sur lequel ouais, j'itère beaucoup. J'ai pas ça fait pas partie de ceux sur lesquels j'ai, on va dire, une bonne manière de l'expliquer. Mais c'est un concept qui est presque plus philosophique qu'informatique, donc Ça marche. ouais. Autre sur lequel je vais m'attarder, c'est le temporary field. Ça, c'est quelque chose que je vois assez souvent, en particulier chez les développeurs alternants, les juniors, etc. C'est quand dans une classe, on a une variable qui est là parce qu'elle est partagée entre plusieurs méthodes, mais on n'en a pas besoin tout le temps. Donc, on crée notre objet, on la laisse à nul pour l'instant. Ensuite, il y a un moment où peut-être on va faire un certain traitement qui va la mettre à jour et donc la valeur sera utilisée. Et donc ça, c'est une mauvaise pratique pour une raison de couplage et de cohésion qui sont les notions qu'on va voir à la fin de la présentation. Et donc, j'expliquerai plus en détail comment est-ce qu'on résout ce problème. Mais en général, c'est les variables temporaires. Soit on crée un objet qui va les contenir et à chaque fois qu'on crée l'objet, la valeur est utilisée. Soit, non, en fait, c'est ça la raison principale. Mais en tout cas, avoir des champs au cas où pour plus tard, parce que peut-être dans certaines situations on en aura besoin, c'est pas une bonne pratique et on va essayer de le limiter au maximum. Autre famille de code smell, les dispensables, donc tout ce dont on pourrait se passer et qui pollue la réflexion. Donc le code mort,
le code commenté, le code qui est dupliqué. Donc là, le code dupliqué, en plus, lui, il appartient à plusieurs catégories de code smell parce que il rend la modification difficile. Il faut faire une modification et la répercuter à plusieurs endroits. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer d'éviter. Ensuite, on a les data classes. Ça, c'est des classes qui ne sont là que pour tenir de la donnée. Donc, comment dire, certaines situations, ça peut être intéressant, comme les data transfer objects, qui vont servir à véhiculer des données de façon, comment dire, sérialisable pour traverser des frontières qui sont dans notre architecture logicielle. Ça peut être utile, mais quand on est au sein, par exemple, d'un même module, d'un même projet, et qu'on a des classes qui ne sont là que pour contenir des données et qu'il y a plusieurs classes différentes qui vont venir faire des traitements dessus, c'est un code smell parce que il vaudrait mieux essayer d'avoir une centralisation de la connaissance pour le principe don't repeat yourself que certains connaissent sûrement et qui vont éviter que on a les code smell que j'ai pu dire avant où une modification va devoir être répercutée à plusieurs endroits et où des fois c'est assez difficile de comprendre pourquoi ce genre de classe est dans cet état et donc il va falloir suivre avec le debugger toutes les étapes qu'elle traverse pour comprendre où est-ce qu'elle est modifiée. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je recommande d'éviter parce que le jour où il y a un bug qui implique une classe comme ça, c'est vraiment très pénible d'aller débugger et trouver où se situe l'endroit. C'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec des tickets qui mettent 2 jours à investiguer et 3 lignes à résoudre parce que en fait, on a des objets dont l'état est modifié à des endroits qu'on ne maîtrise pas et donc il faut aller retrouver tout le process du cycle de vie de ce genre de classe. Ensuite, lazy class, donc c'est des classes qui ont été faites soit parce que peut-être plus tard on en aura besoin, ou bien qui font pas grand-chose. Et donc là, pareil, il faut mieux essayer de les supprimer, ou alors de voir si on peut pas rassembler leurs responsabilités dans d'autres classes, et plutôt que d'écrire des trucs pour plus tard ou qui pourraient servir peut-être un jour. Autre dispensables qui est hautement polémique et que j'ai mis sur une slide à part entière, c'est les commentaires. Donc la prochaine fois que vous allez écrire un commentaire, souvenez-vous de cette image et demandez-vous s'il a plus de valeur que cette étiquette chat posée sur un chat. Parce que si c'est pour avoir des commentaires qui expliquent le code, ben on va essayer de faire confiance, d'avoir un peu d'empathie et de bienveillance envers ses collègues et se dire que ben le langage qu'on utilise, ils le comprennent aussi et que donc s'il y a quelque chose à comprendre, ben ils n'ont pas besoin d'un commentaire qui l'explique. Ils ont peut-être éventuellement besoin que votre fonction soit mieux nommée, que vos variables expriment vraiment à quoi elles servent, enfin pourquoi est-ce qu'on veut stocker la donnée, mais généralement du code qui explique, enfin du commentaire qui explique le code. En tout cas, c'est quelque chose que dans mes projets, je ne supporte pas et que je refuse parce que j'ai vu trop de fois des commentaires qui n'évoluent pas à la même vitesse que le code. Déjà, en plus, on n'a pas de vérification automatique sur un commentaire, c'est du code qui n'est pas interprété et donc on ne peut pas faire de test dessus, le compilateur ne l'interprète pas, on n'a aucun mécanisme de feedback automatisé dessus et donc c'est seulement à chaque fois qu'on le lit qu'on va devoir faire gaffe, est-ce que le commentaire ne ment pas et donc mieux vaut extraire éventuellement le code qu'on pense avoir besoin de commenter dans une fonction à part. On trouve un nom très parlant pour cette fonction et on y fait appel quand bien même la fonction n'est appelée qu'une seule fois à un seul endroit. Au moins, le nom de la fonction ne pourra pas être mal utilisé et le commentaire ne pourra plus, on va dire, être obsolète. Voilà, petite astuce, là, si vous voulez faire un post LinkedIn qui déclenche de l'engagement, faites un post là-dessus, vous allez voir, ça va déclencher des passions et c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Voilà, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc enfin, dernière famille, je crois, de design pattern, les couplers. C'est donc tout ce qui contribue au couplage entre des entités de code. Donc le couplage, c'est une notion à part entière que je vais aborder juste après les design patterns très en détail parce que pour moi, c'est un des concepts les plus importants à maîtriser quand on a la responsabilité d'un projet ou bien même d'une partie d'un projet. Donc dans ces dans ces code smell, on a le feature envy qui est un peu une autre manière de parler des data classes. C'est quand on a une classe qui réalise la majorité de ses traitements en allant chercher des infos dans une autre classe. Ensuite, inappropriate intimacy, c'est le même genre de concept. Incomplete library class, c'est quand on a une bibliothèque qui ne remplit plus vraiment le besoin auquel elle sert. Le middleman, c'est une classe
qui est là uniquement pour déléguer les traitements à une autre classe. Donc là, chaque fois que vous avez une classe dont la seule responsabilité, c'est de recevoir des traitements et de les redispatcher ailleurs, posez-vous la question si elle est vraiment utile ou si vous pourriez pas la supprimer parce que vous introduisez un couplage indirect entre des objets qui ont peut-être pas besoin d'être faits. Et enfin, le message chains, c'est la violation de la loi de Demeter, c'est-à-dire quand vous avez par exemple une classe A qui a besoin de faire un traitement et pour ça, dans une ligne de code, vous allez appeler donc l'objet A, vous allez ensuite dans cet objet A rechercher une propriété pour aller la passer à un objet C qui lui-même va parler à la classe D. Donc quand vous avez plusieurs points sur une instruction, comme par exemple objet A, point B, point C, point D, bah là, ça veut dire que déjà, depuis l'endroit où vous êtes, vous avez introduit un couplage extrêmement fort entre l'objet dans lequel vous êtes et l'objet A, mais également avec l'objet B, le C et le D. Donc, à chaque fois que vous voulez modifier la responsabilité de la classe A ou de la classe B, bah, potentiellement, vous allez avoir besoin de répercuter cette modification à énormément d'endroits parce qu'il y avait un couplage qui est pas nécessaire. Donc, pour ça, faites plutôt dans la classe A une méthode qui n'a pas besoin de connaître qui va l'appeler, mais par contre qui, elle, sait qu'elle doit faire appel à B. Dans cette méthode B, vous faites tous les traitements et tous les appels nécessaires pour que le couplage soit chaque fois avec les voisins directs, mais qu'on n'appelle pas des chaînes de voisins, de voisins, de voisins. Sinon, là, le refactoring va être extrêmement compliqué et souvent très pénible à effectuer. Est-ce qu'il y a encore des questions sur les codes SMEL avant que je passe au design pattern? Alors pour l'instant, il y en a pas. Ok, très bien. Bon, bah, Je pense que j'espère que ouais, tu peux continuer, puis s'il y tant en mieux. a, je te poserai. Ok, très bien. Donc, dans les patrons de conception qu'on appelle les design patterns en anglais, c'est un arrangement caractéristique de module qui est reconnu comme comme une bonne pratique en réponse à un problème de conception d'un logiciel. Donc là, j'ai mis en gras, même si on voit pas trop, le en réponse à un problème parce que les design patterns, c'est, on va dire, des choses qui sont très répandues, qui sont applicables dans énormément de situations. Par contre, il faut faire très attention à ce que le problème qu'on a est bien le problème auquel le design pattern répond avant de se dire, tiens, je vais m'inspirer de ce design pattern et puis mélanger ça avec un autre. On peut le faire, mais généralement, ça peut impliquer plus de problèmes que ça n'en résout. Donc, il faut faire attention. C'est une solution qui est standard, qui est utilisable dans la conception de différents logiciels, mais il faut donc c'est très bien de les connaître, c'est même nécessaire parce que ça permet aussi d'avoir une connaissance commune au sein de l'équipe et de pouvoir dire, par exemple, je vais utiliser une factory, je vais utiliser un stratégie, etc. Ça crée des schémas mentaux qui font qu'on peut mettre une étiquette sur un contexte complexe sans forcément avoir besoin de décrire tout le mécanisme à chaque fois. Donc, tel un motif de conception en architecture, ça définit les grandes lignes, ça peut être modifié, adapté en fonction des besoins, mais faites attention à ce que ça reste dans l'esprit du problème de base parce que sinon on peut introduire des problèmes plus généraux. Et donc, ça décrit des problèmes qui ont été rencontrés vraiment de façon très fréquente dans l'industrie. Donc, il y a plusieurs livres qui les décrivent très bien, comme le livre du Gang of Four ou le Design Pattern La tête la première, qui est pour moi le truc le plus simple à aborder et qui explique vraiment de façon précise et simple à comprendre la problématique. Donc, les différents types de patrons, on en a plusieurs. Il y a déjà d'abord, comme j'en ai parlé rapidement, les patrons d'architecture avec les architectures MVC, microservices, tout ce qui concerne vraiment les choses avec un niveau de zoom qui est vraiment très éloigné du code. Mais les patrons de conception, eux, c'est des patterns qui sont vraiment au niveau de la classe en général ou au niveau des modules de code. Ils sont répartis en trois familles différentes qu'on va détailler. Donc, les patterns créationnels, structural ou behavioral. Donc, les patterns créationnels vont servir en gros à créer différents objets pour respecter différentes contraintes du système. Les patterns structurels, eux, ils permettent d'organiser les classes de manière à pouvoir faire des traitements, on va dire, et partager de l'information d'une manière adaptée. Et les patterns comportementaux, eux, vont plutôt servir à faire, on va dire, des comportements qu'on a souvent besoin de faire, comme on va le voir après.
Donc, comme je disais, les patterns de création, c'est pour fournir des mécanismes de création d'objets qui augmentent la flexibilité et la réutilisation. Et donc, on les utilise pour créer des objets qui seront responsables d'une partie des traitements dans le système d'information. Par exemple, quand on doit absolument instancier un objet en récupérant des informations de différents endroits, ou bien quand on veut absolument être sûr qu'on a toutes les informations nécessaires, mais que c'est trop complexe de créer l'objet en utilisant simplement le constructeur. Donc, on va utiliser des patterns comme ça qui sont souvent très adaptés. Ensuite, les patterns structurels. Donc là, c'est des guides pour assembler des objets et des classes dans des structures plus grandes, tout en gardant celles-ci flexibles et efficaces. Donc là, par exemple, pour enrichir le comportement d'objets existants sans modifier les objets en question. Par exemple, vous avez créé un objet qui fait un traitement sur un certain type de facture. Vous voulez pouvoir traiter un nouveau type de fracture. Peut-être que plutôt que de rajouter des conditions dans votre objet existant, ça peut être intéressant de créer d'autres objets et donc de les assembler avec l'objet existant via ces patterns structurels, plutôt que d'avoir un espèce de code spaghetti à base de if et de fonctions qui font plein de trucs à la fois. Ensuite, les patterns comportementaux, eux, ils sont utilisés pour décrire un algorithme de traitement ou pour assigner des responsabilités à des objets. Donc là, on va les utiliser en général pour créer des actions spécifiques dans un programme. Ça régit non pas des instantiations ou des regroupements, mais c'est plutôt vraiment des manières de collaborer, par exemple, dire dans quel ordre on va effectuer certains traitements, ou bien que dans certains contextes, on veut appliquer un algorithme plutôt qu'un autre. C'est assez générique, mais c'est vraiment quand on a besoin de parcourir, par exemple, une collection d'objets. Les patterns observeurs, visiteurs, tout ça vont être ceux qui vont probablement répondre à votre problématique. Je vais donner maintenant 2 exemples de design pattern, donc ceux qui sont absolument nécessaires de connaître. Le premier, c'est même, vous allez voir, enfin, je l'ai utilisé aussi parce que c'est une manière de démystifier les design patterns. Souvent, on a une idée de c'est très complexe, un design pattern, alors qu'en fait, pas vraiment. Celui-là, donc, il s'appelle le template method, qui regroupe une classe abstraite et une classe plus concrète. Donc, comme vous pouvez voir ici, dans la classe abstraite, on a une méthode template, on a une sub-méthode qui est, donc là, le hashtag veut dire qu'elle est protégée, ça veut dire qu'elle n'est accessible que aux classes qui vont hériter de la classe abstraite. Et donc, cette classe sub-méthode est réimplémentée dans la classe concrète. Donc là, le but de cette méthode, c'est le fait de convenir du squelette d'un algorithme. Et en fait, en fonction de l'instance de la classe phi qu'on aura instanciée, on aura un traitement différent dans notre programme. Est-ce que celui-là, parmi tous les gens qui sont là, est-ce que vous voyez un autre mot pour ça? Il y a un mot très simple dans la programmation orientée objet qui définit ce comportement-là. Un truc en général, quand je pose la question, ça devient évident, mais que les gens répondent rarement, le trouvent rarement eux-mêmes. Alors, il y a une interface qui est citée, ou le polymorphisme. Oui, c'est le polymorphisme. Très bien. Bah, écoute, c'est une des premières fois que ça paraît évident pour quelqu'un. C'est qui l'a trouvé? C'est Abdelatif. OK, bah, félicitations, Abdelatif, c'est exactement ça. Donc ça, un certain type de polymorphisme, c'est le polymorphisme par sous-typage, où en fait, en créant des classes enfants d'une classe mère, alors on va pouvoir réimplémenter certains comportements et faire en sorte que le l'endroit où est effectué le traitement est contenu dans un certain type, et donc on pourra le modifier sans prendre de risque sur en introduisant des régressions dans les autres types de comportements qu'on souhaite appliquer. Donc, dans les exemples d'application, par exemple, on cherche à développer un programme qui extrait des données de différentes sources. Bah, alors, on va développer une classe mère qui déclare la méthode et ensuite on la redéveloppe, on la réimplémente, pardon, dans les classes enfants. Donc là, on veut par exemple pouvoir aller faire du mining de données dans un document Word, ou alors dans un CSV ou d'un PDF. Donc en fait, vous voyez l'algorithme, je ne sais pas si c'est assez grand, je crois que j'ai mis on peut le voir en un peu plus grand là. D'abord, on va chercher à ouvrir le fichier, et ensuite, donc là, les méthodes qui sont en gras, c'est les seules qui sont spécifiques en fait au type de données qu'on a. Donc, on va regrouper dans une classe mère toutes celles qui ne sont pas en gras et réimplémenter uniquement les méthodes qui sont relatives au type de contexte dans lequel on est. Donc, le fait qu'on soit en train d'extraire les données d'un document Word, d'un CSV ou d'un PDF, ou d'une base de données, hein, c'est le même principe.
que ce soit une base de données SQL, NoSQL. Donc là, on peut utiliser ce patron de conception pour, ségréger, pour séparer en fait les endroits du code où on travaille sur un certain type de source de données. Autre exemple, on a donc j'ai parlé de la classe véhicule, la classe voiture. Là, il y a un autre petit exemple, c'est on a une classe qui est censée gérer de la livraison et donc la livraison par camion dans des boîtes ou bien la livraison par bateau dans des conteneurs. Il n'y a pas de raison que tout le traitement doive être implémenté de zéro, donc on va juste extraire dans une classe séparée la classe qui est responsable de la gestion de la livraison par camion et pareil pour celle par bateau. Avant que je passe au dernier, c'est clair pour tout le monde? Parce que je suis conscient que c'est un peu abstrait, que je montre pas de code, mais avec le peu de temps qu'on a, c'est un peu compliqué. OK. Donc prochain design pattern, le design pattern stratégique qui est à mon sens celui qui est, le plus utile quand on veut se sortir du legacy parce que, donc il force en fait la séparation, des traitements dans différents sous-types, à l'aide du template method. Donc ce patron de conception, il sert à associer une implémentation d'un traitement à un contexte au runtime plutôt qu'à la compilation. C'est-à-dire que ce sera au moment de l'exécution, on va permettre au programme de choisir quel est le contexte dans lequel on est et en fonction de ce contexte, quel est l'objet qui va contenir le traitement qui nous intéresse. Donc on va imaginer une application qui a permis un traitement dans un certain contexte depuis un moment. On veut ajouter un traitement similaire, mais on ne veut pas forcément risquer d'introduire une régression. Donc, avec le pattern stratégie, ça permet d'isoler dans des classes à part entière les différents algorithmes en fonction de ce complexe. J'ai parlé aussi d'un autre code smell qui est présent souvent dans certaines bases de code, c'est le fait qu'on retrouve des switch cases à beaucoup d'endroits. Le design pattern stratégie permet en fait de se sortir de cette situation où on a un switch qui se retrouve à plein d'endroits différents ou pire, des switches qui, non seulement, comment dire, font la vérification de dans quel état est la variable, mais qui en plus rajoutent des lignes de code, entre les cases. Donc ça, quand vous vous retrouvez avec des switches qui font plus que juste appeler une fonction ou juste instancier un objet, pensez au design pattern stratégie parce que ça peut, vraiment vous rajouter de la maintenabilité, de la flexibilité dans votre code. Donc, en termes d'UML, en gros, on a un contexte qui contient une collection ou bien en tout cas qui est capable de discuter avec plusieurs stratégies et en fonction du contexte dans lequel on est, alors on va faire appel à la stratégie concrète A, B ou C et il y a plein d'exemples qu'on peut trouver pour un pattern stratégie. Ça peut être par exemple dans un cas où on doit faire des impressions de documents légaux. En fonction du type de document, on va faire un switch case. Le switch case, lui, va non pas exécuter le traitement nécessaire à l'impression, mais instancier un objet qui, lui, sait comment on doit le faire. Et donc comme ça, tout le traitement, il est contenu dans les objets en question. Le jour où on veut rajouter un traitement, le code existant est quasiment pas modifié. Il y a juste besoin de rajouter une connaissance de la nouvelle classe qu'on veut faire, rajouter une condition dans le switch. Tout le reste du code existant est non impacté par la moindre modification. Donc ça permet de limiter les régressions dans le code. Ça permet aussi de pouvoir rajouter ou supprimer des traitements très facilement. Voilà, donc pour décomposer le pattern pour que ce soit un peu plus actionnable. Là, avec juste un schéma UML, c'est un peu abstrait. Donc là, on va juste prendre étape par étape la manière de le mettre en place. Donc dans la classe contexte, on identifie un algorithme qui varie souvent. Donc là, si on voit des if-else qui se répètent ou des switch case, c'est généralement de ça qu'on parle. Donc ça peut être, comme je disais, un truc où on veut imprimer des documents en fonction d'un certain cas, ou bien exécuter des factures, faire un calcul de TVA en fonction du pays dans lequel on se trouve. Enfin, les exemples sont assez infinis. Une fois qu'on a détecté cet endroit-là, alors on va déclarer une interface stratégique qui sera commune à toutes les variantes de l'algorithme. Ensuite, on va extraire les algorithmes un par un, on les met dans une classe séparée à chaque fois et on fait implémenter à chaque classe l'interface stratégique. Une fois qu'on a fait ça, on ajoute un attribut dans le contexte pour garder une référence vers un objet qui implémente l'interface stratégique. Ensuite, là, j'ai mis créer un setter pour modifier le contenu de cet attribut. Donc, c'est le setter, il va permettre en gros soit de prendre un stratégie et de le mettre dans la référence qu'on a dans la classe, mais ça peut également être fait par constructeur. Enfin, ça, je vous invite à vous renseigner sur les mécanismes d'injection de dépendance parce que c'est de ça qu'il est question ici. Donc là, le contexte, il doit manipuler l'objet stratégique que au travers de l'interface parce que ça garantit qu'on aura
toujours les traitements qui seront implémentés parce que c'est ce qui garantit que tous les objets qui seront concernés par l'interface vont être capables de faire ce traitement. Si vous appelez une méthode qui est contenue dans la majorité des objets de classe stratégie, mais pas tous, vous risquez d'avoir des problèmes un jour ou l'autre avec généralement un null pointer exception ou un not implemented exception, et bref, avoir votre programme qui crache, et on va éviter. Et ensuite, donc là, les clients du contexte, ils doivent juste l'associer avec une stratégie adaptée au comportement attendu. Et une fois qu'on a résolu donc le problème d'association, ça peut être fait soit avec un simple switch case, soit il y a d'autres design patterns d'instanciation, donc la famille des design patterns creational dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure, qui peuvent répondre à cette problématique. Donc le design pattern stratégie est souvent couplé avec des patterns factory, abstract factory, stratégie. Je vous invite à regarder dans cette direction si vous souhaitez aller plus loin. Autre exemple, on veut faire une application de cuisine pour faire différents plats. En fonction de l'ustensile qu'on veut utiliser, mettons vous voulez faire une appli de batch cooking, en fonction de si vous avez un four avec la capacité de faire plusieurs plats, ou bien est-ce que vous souhaitez plutôt cuire avec une casserole, etc. Vous pouvez avoir une classe qui va gérer la manière de gérer la disponibilité de l'ustensile, les temps de cuisson, etc. en fonction du type d'outil. Ça peut aussi, là, j'ai mis un exemple qui était celui sur lequel j'avais travaillé dans un des projets sur lequel je suis resté un peu plus d'1 an. Donc, pour différents types de crédits, la stratégie de calcul du tableau d'échéance va être différent, et donc le design pattern stratégie est très indiqué pour ce genre d'application. Donc, appliquer ce design pattern, ça a plusieurs avantages, notamment favoriser la composition plutôt que l'héritage. On va voir pourquoi il faut le faire dans la dernière partie de la présentation. Et donc, ça réduit le couplage entre l'implémentation du traitement et son utilisation. Et donc ça permet de respecter le principe ouvert-fermé, donc le open close principle, le O des concepts solides. Et donc là, ça permet d'introduire de nouvelles abstractions et des nouvelles implémentations indépendantes des unes des autres, et ça sans risquer le fait qu'on va introduire des régressions dans le comportement existant. Donc là, je répète encore une fois, donc ce pattern-là, ça favorise la composition plutôt que l'héritage, et on va le voir dans la partie sur le couplage à quel point c'est important. Comme rien n'est jamais parfait, il y a quand même quelques inconvénients. C'est que des fois, ça peut être un peu plus compliqué quand on introduit de nouvelles abstractions. Donc des fois, c'est difficile de fixer une limite à partir de laquelle le pattern est à implémenter. Et donc ça, c'est une des raisons, je pense, qui peut répondre à la question de Valentin de tout à l'heure, de pourquoi est-ce que des fois, on se retrouve avec des trucs qui n'arrêtent pas de gonfler. C'est que des fois, on a aussi du mal à fixer la limite entre j'ai une classe, j'ai juste 2 cas différents dans lesquels je dois faire un traitement. Finalement, après, j'ai un 3e cas. Dans la littérature, on va trouver généralement entre 2 et 3 la limite à partir de laquelle on commence à refactorer ce genre de pattern stratégique. Et ensuite, donc, il y a certains langages qui permettent d'utiliser des fonctions de façon dynamique plutôt que de créer des classes et ou des interfaces. Donc là, c'est pas un inconvénient du pattern en soi, c'est juste que c'est un pattern qui est surtout utilisé dans la programmation orientée objet. Dans le paradigme fonctionnel, on peut utiliser un pattern matching ou des choses comme ça qui peuvent être tout aussi utiles. Il n'y a pas forcément besoin c'est pas toujours adapté à toutes les situations. Et ensuite, un autre inconvénient, c'est que les clients doivent souvent connaître les différences entre les stratégies pour choisir effectivement laquelle doit être appliquée. Avant que je passe au concept sous-jacent au patron de conception, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas. Alors, est-ce que moi j'ai une question, du coup en Oui. attendant que quelqu'un en pose une. La manière dont tu choisis tes design patterns, tu vas aborder ça dans les slides d'après ou on va en parler? Non, je vais plutôt. Non, non, non. La manière de choisir quel est le design pattern à appliquer, c'est il faut aller regarder à quelle problématique il répond. Et soit la problématique est exactement celle que vous avez et vous prenez le design pattern, soit vous le prenez pas, en fait. Ou D'accord. alors, éventuellement, s'il y a des similitudes, on peut essayer de s'en inspirer. Mais là, le choix du design pattern, c'est vrai que c'est une question très importante. Mais là, en fait, je vais plutôt essayer de présenter quels sont les concepts sous-jacents et en quoi est-ce que les design patterns répondent à une problématique qui est reconnue dans l'industrie, qui est souvent la même, et essayer de comprendre quels sont, en fait, on va dire, les leviers sur lesquels agissent les design patterns pour pouvoir les choisir. Donc là, OK. Mais c'est important ce que tu dis parce que du coup, en fait, quand même pour faire le choix de ces design patterns là, il faut quand même avoir bien en tête les design patterns qui existent
Oui. Et à quelles problématiques elles répondent. Donc en fait, Surtout ça, ouais. Parce que limite, c'est plus important de connaître à quelle problématique ils répondent que la manière de l'implémenter. Et parce qu'au final, au moment de le choisir, là, à la fin des slides, j'ai une ressource en lien. Vous cliquez dessus, vous avez le design pattern et vous avez des exemples de code dans tous les langages les plus répandus. Et ça y est, vous êtes en mesure d'implémenter votre design pattern. Par contre, est-ce que c'est une bonne idée de le faire? Bah, ça, c'est une autre question. mmh, Et c'est souvent ça qui génère des problèmes dans les projets. d'accord. Et une autre question qui en découle un peu, c'est est-ce que tu as des problématiques qui peuvent. Moi, je connais pas bien les design patterns. Est-ce que tu as des problématiques qui sont un petit peu similaires? Ma question, c'est est-ce que tu peux te tromper un petit peu de design pattern? Bien sûr, oui, tout à fait. Tu peux te tromper de design pattern et surtout, parfois on peut entendre parler d'over engineering. Et D'accord. l'over engineering, souvent, enfin les design patterns, c'est pas à chaque fois qu'il y a de l'over engineering, il y a des design patterns, mais un design pattern qui est pas utilisé au bon endroit, c'est de l'over engineering par exemple. D'accord. Ok. Et après se tromper de design pattern, bah oui, si on l'utilise dans un mauvais cas. Après, c'est du cas par cas. Je pense pas qu'on peut dire tiens là il y a une manière de, enfin, à part en disant le design pattern a été inventé dans tel esprit pour répondre à telle problématique. Donc là, bah, si vous avez cette problématique-là, utilisez-le, quoi. C'est un catalogue dans lequel il faut piocher, mais il faut pas essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds, quoi. Ouais, c'est ça. Soit il est adapté, soit il l'est pas. Et dans ce cas-là, ben, faut pas hésiter soit à chercher un autre design pattern, soit carrément à se dire je fais un truc à ma sauce. Mais c'est vrai que connaître les design patterns, les avoir tous implémentés au moins une fois, ça peut vous donner des notions de design logiciel. Et donc là, toute la partie là jusqu'à la fin de la présentation, je vais essayer de présenter trois notions. Donc le couplage, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais aussi la cohésion et les notions d'agrégation et de composition, qui sont en fait pour moi les trois notions les plus importantes quand il s'agit de distribuer des responsabilités entre les classes. D'accord. Là où Alors, les codes SMEL sont en fait des révélateurs d'une problématique, donc ça peut permettre à apprendre à détecter où se situe le problème dans le code. Les design patterns sont une proposition de solution à certaines de ces problématiques, pas toutes. Et donc là maintenant, comme j'avais qu'une heure, plutôt que d'essayer de faire un choix qui serait très partial sur quel design pattern je présente et d'aller en profondeur là, j'ai fait le choix de plutôt essayer de remonter d'un niveau d'abstraction et de présenter des notions qui sont trop rarement présentées et qui donnent une vision d'ensemble sur comment est-ce que on agit sur le design d'un logiciel et comment est-ce qu'on fait pour séparer les responsabilités entre les classes. Parce que ça a été une problématique qui, moi, j'ai eu pendant longtemps. Et une fois que j'ai appris ces notions-là, bah, en fait, j'ai eu l'impression que c'était résolu et j'ai regretté de ne pas l'avoir su plus tôt. Donc, donc j'essaye de partager mon expérience. ok. Voilà, Et voilà. juste avant que tu continues, il y avait une question d'Abdelatif. Est-ce une bonne pratique d'anticiper et d'utiliser un design pattern pour gérer des ajouts de code futurs où il vaut Non, mieux écrire le code le plus simple et ensuite refactorer? il faut écrire le code le plus simple pour ton besoin de maintenant et faire en sorte que tu fasses du code évolutif. Parce que les hypothétiques évolutions, tu n'es pas en maîtrise d'avoir la certitude des évolutions qui vont être nécessaires par la suite. Donc, il faut plutôt essayer d'introduire les bonnes abstractions au bon endroit, bien séparer les responsabilités et faire en sorte que ton code soit à la fois réutilisable et à la fois aussi, comment dire, suffisamment générique et adapté à ta problématique de maintenant. C'est la réponse à cette question-là, elle s'appelle YAGNI. Donc c'est You Aren't Gonna Need It. Donc enfin c'est un acronyme qui répond à la question en disant non, ne fais pas d'optimisation prématurée. Quand tu es sur un projet de hobby et tout, c'est pas grave. Mais quand tu es sur un projet professionnel et que tu dépenses du temps pour quelque chose qui finalement n'est pas utile, bah, c'est une perte sèche pour ton entreprise. Et donc le temps que tu passes à prévoir que peut-être il y aura une évolution, bah, si tu le passes pas à développer de la feature pour un besoin que tu as maintenant. On a des ressources limitées en entreprise et donc il faut essayer de les allouer de la façon la plus efficiente possible pour garantir le succès de notre logiciel. Donc on ne peut pas perdre du temps pour peut-être un gain futur. Il vaut mieux essayer de passer son temps à délivrer de la valeur aux utilisateurs le plus vite possible, qui répond peut-être à une fonction un peu plus réduite, enfin en tout cas un scope un peu plus réduit, et obtenir les retours de ces utilisateurs pour pouvoir itérer et donc savoir comment est-ce qu'on va se diriger la prochaine fois. Mais pas et se dire peut-être un jour j'aurai besoin de quelque chose. Ouais, très clair. Voilà. Et d'où l'importance d'avoir un filet de test de qualité pour pouvoir donc garantir que le besoin
de maintenant est toujours bien rempli et que comme ça, le jour où on rajoute un besoin, ben, on rajoute un test et on sait tout de suite si on a introduit une régression ou bien en tout cas si notre refactoring fonctionne. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je vais introduire la notion de couplage. Donc la notion de couplage, c'est une relation en fait, c'est un indicateur de volume d'information que deux composants échangent entre eux. Les composants, donc ça peut être des projets séparés, des classes, des fonctions. Et on parle donc de couplage fort ou serré s'ils échangent beaucoup de données entre eux. Et on parle de couplage faible s'ils échangent un minimum de données entre eux. Donc ça, c'est quelque chose qui se mesure. Il y a différents niveaux. Donc ça sort d'une étude de Pressman qui a été faite dans les années 50 ou 60 et qui est toujours d'actualité. Donc c'est réparti entre 7 niveaux, du plus faible au plus fort. Donc le plus faible, évidemment, s'il n'y a pas d'échange d'informations. Ensuite, on a le couplage par données. Donc là, quand il y a des composants qui échangent de l'information par des méthodes qui utilisent des arguments de type simple, donc des paramètres style des nombres, des chaînes de caractères, des tableaux, etc., des choses qui sont déjà inscrites dans le langage. Juste au-dessus, on a un couplage avec un échange d'informations par des méthodes qui utilisent des arguments de type composé, donc des structures ou des classes qu'on a développées nous-mêmes, par exemple. Donc ça, c'est un niveau de couplage un tout petit peu plus fort parce qu'il faut que les deux paquets, enfin les deux composants, aient la connaissance de la définition de cette structure ou de cette classe. Tant qu'on est dans ce niveau-là, on est sur un niveau de couplage assez faible. Ensuite, on a des niveaux de couplage qui peuvent se révéler un peu plus problématiques. Donc, le couplage par contrôle, quand les composants se passent ou modifient leur contrôle par changement d'un drapeau ou d'un verrou, un flag. Ça, c'est principalement dans le cas de la programmation multithread, programmation concurrente. On a ensuite les niveaux de couplage externe, quand les composants ils échangent de l'information par un moyen de communication externe, genre un fichier, un pipeline, un lien de communication. Ça peut être assez problématique parce que si on échange de la donnée par un fichier qui est déposé sur le file system dans un FTP ou quoi que ce soit d'autre, ben, si on modifie la structure d'un côté, il faut penser à la modifier de l'autre et on n'a pas forcément de vérification automatique que la modification faite dans une partie ou dans un composant est bien répercutée dans l'autre. Ensuite, le couplage commun. Donc là, c'est quand les composants échangent de l'information via un ensemble de données communs. Donc ça, c'est assez problématique. Et le pire, donc c'est le plus haut niveau de couplage, c'est le couplage par contenu, qui est le couplage interne. Donc ça, c'est quand les composants échangent de l'information en lisant et en écrivant directement dans leurs espaces de données respectifs. On a abordé plusieurs fois ce concept déjà dans la présentation. Est-ce que là, vous voyez de quoi je parle? Donc là, quand il y a un objet qui est écrit dans l'espace mémoire d'un autre objet, enfin, ou d'un objet d'une autre classe. C'est avec le sous-typage, donc avec le mécanisme d'héritage. Et c'est pour ça donc que l'héritage est et étant donné que c'est le plus haut niveau de couplage entre deux éléments, c'est pour ça qu'on va essayer de l'utiliser que quand c'est absolument nécessaire et quand c'est vraiment bien fondé. Parce que quand on introduit un niveau de couplage, donc là je vais parler des problèmes d'un couplage fort, bah, c'est que déjà plus on a un couplage fort, plus une modification dans un des composants va devoir entraîner une modification dans un autre composant et plus les objets sont difficilement testables, indépendamment en tout cas. Donc là, ça introduit une autre problématique, c'est que ça devient hyper difficile d'estimer l'étendue des modifications à réaliser pour modifier un composant parce que on n'est pas sûr de combien on va avoir de modifications à faire. Parce que si on a un couplage fort dans le composant qu'on veut modifier avec deux autres composants, mettons, si ces deux composants sont eux-mêmes couplés avec deux autres composants et que les modifications dans le premier module nécessitent une modification du comportement sur laquelle reposent les autres composants, enfin bref, on se retrouve des fois à ne pas maîtriser à quel point on va devoir remonter les niveaux de couplage pour pouvoir faire en sorte que nos modifications ne cassent pas le fonctionnement existant. Et donc là, on a une structure du programme qui est très rigide. Donc rigide, c'est dans le sens où si on modifie un composant, si on fait bouger un bout de code à un endroit, ça nécessite de faire bouger le bout de code à un autre endroit. Donc là, la solution au couplage fort, c'est d'utiliser des techniques qui recourent à un couplage faible. Et donc, ça se traduit par la mise en place de standards de communication entre les composants, que ce soit des API, que ce soit le fait d'avoir des objets qui reposent uniquement sur des types primitifs. Et donc, il faut que les échanges imposent le moins de contraintes possibles aux composants impliqués. Par exemple, en JavaScript, TypeScript, ça peut être une bonne pratique de passer des objets ou des tableaux
qui contiennent un ensemble de données et que s'il y a des données en trop, ça fasse pas forcément un problème de compilation. Que l'objet qui reçoit la liste de paramètres, il prendra ce dont il a besoin. Donc forcément, si on en supprime un, ça va poser un problème, mais faire en sorte d'utiliser ces techniques-là fait que on évite d'avoir un problème juste parce qu'on a rajouté un paramètre dans l'échange d'informations. Et donc le couplage, à mon sens, c'est si j'insiste autant sur ce truc-là, c'est parce qu'il y a trop de projets où le moindre refactoring était devenu quasiment impossible. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui génère de l'immobilisme et qui fait qu'on a un effet boule de neige sur des composants. Parce que comme on n'ose pas faire une modification sur une fonction parce que ça entraîne des modifications dans d'autres composants, on la fait pas. Et encore une fois, ça donne une raison au fait que on a un certain immobilisme qui mène à des classes énormes, des fonctions énormes et une espèce de regroupement des responsabilités. Donc ton D'ailleurs, couplage, pardon, excuse-moi, ton couplage fort, ça mène à du code smells en fait. le couplage fort, c'est ça. Oui, généralement, on peut. En fait, c'est plutôt les code smells sont des symptômes et Ouais, souvent la vraie cause, c'est le couplage en fait. Et ouais, c'est d'accord. vraiment le couplage sous-jacent. Et pourquoi est-ce que les design patterns sont une solution en fait à ça? Parce que en fait, ils obligent à implémenter des abstractions et à rendre le code plus modulaire, plus réutilisable. Mmh. Et donc là où le code smell va permettre de détecter des problèmes de couplage, certains design patterns vont justement être la solution en introduisant des couplages faibles. C'est-à-dire que c'est dans le design pattern stratégie, par exemple, ou dans dans plein de design patterns, on va forcer l'utilisation du principe ouvert-fermé, principe open close. Tiens, d'ailleurs, dans les conférences que vous avez, il y avait eu quelqu'un qui était venu parler des principes solides. Non, c'est d'ailleurs ce que Ah, il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure dans les commentaires et je me disais que ce serait un bon sujet de prochain webinaire. ce serait un très bon sujet de prochain webinaire parce que c'est également les principes solides, c'est également un vrai remède contre le code legacy. Et donc j'ai même hésité à les mettre là, mais en 1 heure, c'est pas possible. Enfin, ça mérite un webinaire à part entière. Ouais, tu Mais reviendras le c'est ça. Eh ben, écoute, laisse-moi quelques semaines parce que j'ai pas de. En fait, c'est quelque chose où dans la présentation là, il y a plein de trucs que j'ai un peu l'habitude de présenter à des promos d'étudiants, mais là, les principes solides, j'ai pas de trucs dont je suis satisfait pour les faire comprendre. Ça marche, je te Donc il laisse, faut voilà, on verra pour la saison 2 de Modulotech. c'est ça. Et donc, ouais, là où, en fait, souvent, dans le prod legacy, le lien entre les codes smell et les design patterns, c'est que souvent, les codes smell sont les endroits où on peut, quand on connaît tous les codes smell, on sait exactement les repérer dans une code base et donc on va les voir et tout de suite savoir que il faut faire attention à ces endroits-là, qu'on a peut-être un problème de couplage, qu'on a peut-être un problème. Enfin, souvent, c'est le couplage pour moi, c'est le tueur de projet. C'est le truc où quand on a un archi qui maîtrise pas les notions de couplage, on se retrouve à être obligé de jeter le projet à moyen long terme parce que en fait, c'est plus possible de le faire évoluer sans tout casser. Et donc, pour peu qu'en plus, on n'ait pas imposé une discipline stricte sur la politique de test, alors c'est sûr, dans 205 ans, vous jetez le projet et vous le réécrivez. Donc, garder un couplage faible, c'est vraiment s'il y a un seul truc que vous devez retenir de ce webinaire, vraiment, j'aimerais que ce soit ça. Je vais ensuite donc passer au concept d'agrégation et de composition qui sont une alternative à l'héritage. Et c'est pour ça que je les trouve très importants. C'est aussi une sorte de relation entre deux classes où une classe implémente des instances de l'autre. Enfin, pas aussi. Donc, c'est au lieu que on fasse hériter voiture de voiture à moteur, on peut se dire que peut-être la classe voiture, elle peut avoir un moteur ou plusieurs et que cette classe moteur évolue de manière séparée de la classe voiture. Donc là, une classe, elle est en relation d'agrégation avec une autre quand elle a un attribut qui est une instance ou une collection d'instances de l'autre. Donc là, le design pattern stratégie, par exemple, souvent, c'est une relation d'agrégation ou de composition. Ce n'est pas une relation d'héritage qu'on va avoir entre les différents modules. Dans une relation d'agrégation, l'enfant peut vivre sans le parent. Donc là, vous pouvez voir un moteur, ça n'a pas forcément besoin d'être créé en même temps que la voiture. Par exemple, une classe d'une promotion d'école, elle possède des instances de la classe étudiant, mais la destruction de la classe promotion école ne détruit pas les étudiants. Les étudiants continuent d'exister, ils vont rejoindre une autre promotion, une entreprise ou juste faire leur vie. Mais donc là, on a un couplage faible entre les classes qui sont dans une relation d'agrégation parce que on n'a pas, on va dire, un cycle de vie qui est le même. Elles peuvent être instanciées à un moment différent, elles peuvent être désallouées à un moment différent. Ensuite, au niveau de couplage juste au-dessus, c'est la composition. Donc, c'est aussi une relation similaire à l'agrégation. La différence,
c'est que les éléments qui sont reliés entre eux n'existent pas l'un sans l'autre. Par exemple, une classe bâtiment n'a pas de raison d'exister sans la classe pièce, ou plutôt une classe pièce, salle, n'a pas de raison d'exister sans la classe bâtiment qu'il contient. Donc là, pareil, un arbre, enfin une feuille n'a pas forcément de raison d'exister sans l'arbre auquel elle appartient. Pour comparer les deux, donc pour l'agrégation, l'enfant peut exister indépendamment du parent, contrairement à la composition. Et donc quand on parle de design logiciel, dans une type de relation de l'agrégation, c'est la voiture possède un ou plusieurs moteurs, alors que par contre, une pièce, une salle d'un bâtiment fait partie du bâtiment. Donc c'est ce niveau de relation qu'on a entre les entités de code. Donc dans le cas de l'agrégation, l'enfant peut avoir plusieurs parents, alors que dans le cas de la composition, ce n'est pas possible vu qu'il ne peut pas exister sans son parent. Et donc l'agrégation, c'est une relation plutôt faible qu'il va vraiment falloir favoriser au maximum, comme le font plein de design patterns, notamment le design pattern stratégie, alors que la composition, c'est une relation plus forte qui pose donc plus de contraintes. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des j'ai entendu le chat parler, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'était juste un commentaire. Pour l'instant, non. Mais n'hésitez OK. pas, encore une Ouais, fois. n'hésitez surtout pas, Là, il est déjà 13h18. Je sais pas, Edouard, si tu as encore. j'en suis au dernier concept D'accord. de la cohésion. Et donc la cohésion, c'est l'effet miroir du couplage. Ça vient de la même étude. Donc je vais essayer de le présenter rapidement. Donc c'est un principe de conception informatique qui définit un degré d'accord entre les différents d'un même module. Donc là où le couplage définit le volume d'informations que partagent deux modules, là on est vraiment au sein d'un seul module. Est-ce que les éléments qui le composent sont est-ce que c'est cohérent qu'ils soient regroupés dans le même module? Donc là où une classe dont les méthodes utilisent toutes les variables membres, ça a une très forte cohésion. Par contre, une classe qui contient des méthodes qui n'appellent qu'une seule variable aura une cohésion très faible. Donc en fait, là où le couplage servait à mesurer si on a un niveau d'accord sain entre deux modules, là, c'est plutôt au milieu d'un même module. Est-ce que vraiment on a une raison de les regrouper au même endroit ou est-ce qu'il faut plutôt essayer de les séparer? Donc le couplage fort va dire attention, là, il vaut mieux essayer de restreindre les liens entre deux modules. Là, la cohésion, ça va être l'outil qui permet de mesurer est-ce que mes variables, mes fonctions ont une raison d'être mises au même endroit. Donc là, ça c'est un exemple. En gros, vous avez dans chaque cube une classe, par exemple, avec chaque point, c'est une fonction. Et donc là, vous voyez que chaque fonction appelle une fonction dans la classe à côté. Donc ça, c'est la mauvaise pratique. Et la bonne pratique serait que les deux classes n'ont qu'un seul point de communication entre eux qui est par contre relié avec tous les éléments qui sont situés au sein du même module. Là, on a une cohésion très forte, là où juste avant, là, on a une cohésion faible parce que on a on n'a pas toutes les fonctions qui s'appellent entre elles, mais qui appellent par contre des éléments dans une classe voisine. Et ça, c'est pas une bonne pratique. Donc là, j'y vais rapidement sur les niveaux de cohésion, mais c'est pareil, c'est la même étude, c'est la même étude. Donc il y a 7 niveaux de cohésion, du plus faible au plus fort. La cohésion accidentelle, c'est quand il y a un lien qui est inexistant ou bien créé sur la base d'un critère futile. Ensuite, on a différents trucs que j'ai volontairement laissé passer. Donc la cohésion procédurale, par contre, c'est là où ça devient intéressant, c'est quand les méthodes doivent être appelées dans un ordre spécifique. Ensuite, on a un niveau de cohésion communicationnelle quand les méthodes manipulent les mêmes données, de préférence quand elles manipulent toutes les mêmes données. Ensuite, séquentielle, quand elles manipulent les mêmes données et qu'elles, en plus, elles doivent être appelées dans un ordre spécifique. Donc ça, c'est le 4 et le 5 réunis. Et à la fin, le niveau de cohésion qu'on va chercher à atteindre, c'est le niveau de cohésion fonctionnelle. Donc c'est quand tous les éléments d'un module, donc toutes les fonctions, toutes les variables servent à remplir une seule et unique tâche bien spécifique. Donc là, pourquoi est-ce que c'est utile de la mesurer? À mon sens, c'est déjà parce que les modules peu cohérents, enfin sur des études statistiques, ça a montré que c'est plus difficile à comprendre et à maintenir quand un module n'est pas cohésif. Donc il a une faible cohésion. Donc c'est les classes qui ont trop de responsabilités, qui ont des fonctions trop longues, trop de variables locales, elles ont généralement, enfin c'est statistique, elles ont une cohésion très faible. Et donc la cohésion est directement corrélée à l'effort requis pour la maintenabilité. Ça c'est prouvé et pour l'instant personne n'a remis ça en question. Et donc pourquoi l'utiliser comme métrique? C'est la dernière slide. Donc la dernière slide, l'avantage c'est que ça permet de détecter des points chauds parce que il y a des formules mathématiques, il y a des outils d'analyse statique de code qui permettent de le faire
de façon automatique. Si vous trouvez qu'il y a des endroits où les modules ont une cohésion très faible, bah, vous savez que vous pouvez probablement les séparer en plusieurs classes qui, elles, auront un fort niveau de cohésion. Donc ça permet d'anticiper la dette technique. Et donc l'inconvénient, parce que bah, il y en a toujours, c'est que bah, ça va générer plus de classes, plus de modules, et il faut parfois revoir la structure de classement des fichiers parce que ça, typiquement, bah, quand vous avez des machins managers dans les projets, enfin généralement, j'aurais presque dû dire que c'était un SMEL à part entière. Ça, c'est quand vous avez des classes managers, ça devient des aimants à responsabilité. Il y a des cohésions qui sont très faibles parce que ça attire plein de responsabilités, des couplages avec plein d'endroits différents de la code base. Et donc, il faut chercher à découper les classes qui ont une faible cohésion, chercher donc à avoir de la réutilisabilité du code. Et quand on a des modules très cohésifs, c'est beaucoup plus facile de le faire. Autre avantage que j'ai pas écrit, c'est que quand vous êtes en train de designer une classe, quand vous hésitez à lui rajouter une variable, eh bien vous demandez juste est-ce que cette variable va être utilisée par une seule des fonctions que j'ai dans ma classe, ou bien est-ce qu'elle va être utilisée par toutes les fonctions. Et là, c'est automatique, vous pouvez la rajouter. Voilà, donc là, j'ai mis quelques ressources. C'était ma dernière slide pour là. Je ne sais pas si tu avais prévu du temps pour les questions ou pas, ni s'il y a des questions. Pas forcément du temps en plus, parce que les questions, on les pose au fur et à mesure, mais de toute façon, là, s'il y a des questions, on va les traiter. Moi, j'ai le temps que quelqu'un écrive une question. Moi, j'avais une question, c'est que, ouais, pour calculer ton niveau de couplage et là, pardon, tu parlais La cohésion. voilà, la cohésion. Là, tu as des outils qui calculent ça. Parce que tu parlais Ouais, de métriques. oui. D'accord. Ouais, il y a des outils qui font ça automatiquement. Moi, je travaille principalement en C# et en TypeScript. Et donc là, il y a dans Visual Studio Code, il y a plein d'extensions qui permettent de le faire. Notamment, je crois, Sonar permet de le faire. Visual Studio, de manière native, le permet naturellement aussi. D'accord. Et donc, c'est même parmi les indices de maintenabilité, en fait. Ok. Quand vous avez des outils qui vous donnent des indices de maintenabilité sur des modules, des classes, etc., généralement, c'est sur ce genre de métriques qu'elles travaillent. La cohésion, en tout cas, il y a un coefficient dessus, c'est sûr. D'accord, OK. Et du coup, pour les devs qui sont pas familiers des design patterns, là, tu recommandes, donc de commencer par quoi pour, s'y familiariser? Le bouquin Design Pattern, peut-être la première. Pour moi, c'est vraiment la ressource qui permet de vulgariser les design patterns. Ça se lit quasiment comme un roman. Vraiment, il part d'une problématique métier, il parle de comment est-ce que on essaie de modéliser ça dans le code de manière, on va dire, intuitive, quels problèmes ça pose et dans quelle mesure le design pattern y répond. D'accord, Donc donc c'est, design pour pattern. moi, c'est vraiment la meilleure ressource en français. Sinon, le site refactoring.guru qui est juste incroyable Ouais, il sur tout ce revient qu'il souvent ce propose. site. Mmh. Ouais, c'est vraiment la référence pour moi. En plus, il a été récemment traduit en français, donc il y a vraiment plus aucune excuse. D'accord. Le, Après, lui, je recommanderais plutôt d'aller le voir quand on a un problème spécifique pour aller se souvenir d'un design pattern. Mais pour vraiment, quand on n'y connaît rien, le bouquin, peut-être la première, est vraiment top. D'accord. Alors j'ai une question de Marc. Quand on détecte, une forte cohésion ou, un fort couplage, est-ce qu'il existe des techniques pour refactorer de façon safe? Ah, salut Marc. Oui, déjà avoir un filet de test qui soit sur le comportement et non pas sur une application, comment dire, non pas sur une fonction en particulier. Donc avoir vraiment, on va dire, un couplage faible déjà entre les tests et le code de production. Et ensuite, sinon, bah, les refactoring, effectivement, dans le livre de Martin Fowler, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il propose des techniques de refactoring pour chaque code smell. Donc, il a un catalogue de code smell, un catalogue de refactoring, et généralement, il les présente à tous de manière conjointe pour dire, en gros, quand vous trouvez tel code smell, appliquez tel refactoring, et généralement, ça se passe bien. Sachant que je vais juste prendre une seconde, un refactoring, c'est pas une réécriture, c'est quand on remanie le code source sans en changer le comportement. On ne change que l'organisation du code, et donc normalement, on n'introduit pas de régression en introduisant des refactorings. OK. Ensuite, donc ouais. Ouais, une question de Koussaïla. Quelles architectures sont les plus appropriées pour une haute cohésion? La cohésion, c'est plutôt au niveau de la classe, donc je suis pas sûr qu'on puisse parler vraiment de modèle d'architecture, mais l'architecture, elle va plutôt être concernée par le couplage, vu la cohésion, c'est vraiment comment est-ce que un module va organiser les éléments qu'il compose.
Donc, par exemple, est-ce qu'une classe, elle va avoir comment dire, des éléments qui se parlent entre eux? Est-ce que toutes les fonctions vont vraiment utiliser toutes les données qu'elle a à sa disposition? Et par contre, pour la cohésion, non, je pense pas qu'on puisse parler d'architecture. Je pense que là, on va plutôt être dans le design de code. Et justement, moi, ça me fait penser, c'est quoi un peu le lien, tu vois, avec des concepts typiquement la cleanarchy et les design patterns? Est-ce que tu vois, tu peux mettre en place une cleanarchy et dans ta cleanarchy, en fait, tu vas utiliser des design patterns différents? Bien sûr, bah, la clean architecture, déjà elle-même, elle repose sur un principe d'architecture qui est l'inversion de dépendance. Et donc, elle dit qu'en gros, ce n'est pas l'implémentation technique qui doit dicter ses contraintes pour que le code métier puisse s'exécuter, mais plutôt que le code métier va être regroupé dans un module qui, lui, ben, va être plus ou moins cohésif. Ça, c'est en fonction du design et de ce qu'on met dans notre hexagone, si on parle de clean archi. Et donc, on va pouvoir, à l'intérieur de cet hexagone, mettre plusieurs design patterns. Oui, par exemple, le design pattern stratégie qui va implémenter un comportement plutôt qu'un autre. Oui, CleanArchi, pour répondre à Florence, il y a des petites subtilités avec l'architecture hexagonale, mais dans les principes, c'est un peu la même chose. Et enfin, il y a des subtilités, attention, hein. Si on parle simplement, on va dire que c'est à peu près, ça repose sur les mêmes principes. Et donc les design patterns, en fait, c'est assez indépendant de l'architecture parce que il y a certains patterns de conception qui vont rester, on va dire, juste au lien entre quelques classes. Il y en a d'autres qui vont être de plus grande ampleur, qui vont permettre de traverser les modules les uns les autres. Et donc c'est le lien, en fait, pour moi, le design pattern, c'est plus si tu vois, si on regarde le code, le design pattern, il est vraiment à un fort niveau de zoom, quoi. On regarde le code au microscope et on peut vraiment Mhm. appliquer les design patterns à cet endroit-là. Les patterns d'architecture, parce qu'il y en a aussi beaucoup, bah, c'est plus avec un niveau de zoom plus élevé. On va les regarder plutôt au niveau du package, au niveau de la DLL ou du module en fonction de la technologie dans laquelle on travaille. Ok. Je pense qu'il n'y a plus de questions, si je me trompe. Ouais, c'est exactement ce que dit Marc. C'est vraiment une notion fractale, le module. Ah oui, alors Marc disait pour tout le monde, ouais, les modules, c'est une notion qui est fractale, scope d'une fonction, d'une classe, d'un package, d'une application, service. Ouais. La plupart des Ouais, notions devraient pouvoir s'appliquer aux différents niveaux. D'accord. ouais, tout à fait. Ok. On peut avoir des couplages entre classes ou alors entre packages et pareil, il peut y avoir au sein d'un même module la capacité des différentes classes qui constituent le module à travailler entre elles doit pouvoir être mesurée également. Oui, c'est vrai. Ok, ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Bah, Edouard, merci. pour tout ça. C'était très fourni comme présentation. Donc, je pense que c'est une super première introduction. Bah, Et, merci à tous pour l'invitation, puis merci pour votre attention à tous. Je vois qu'il y a encore 23 personnes à cette heure-ci, ça fait plaisir. ouais, c'est super. Et Voilà. puis, on se reverra pour les principes solides. Et bah, écoute, avec plaisir. Ça me donne une vraie raison maintenant d'avoir un vrai truc parce qu'en fait, je devrais pas l'avouer, mais en général, je le fais faire aux étudiants et je corrige derrière. Je le fais pas moi-même. Donc là, voilà, il va falloir Ça que je m'y marche. mette moi-même. Ça marche. Eh ben, merci à tous d'avoir participé. Puis, à bientôt. Salut, Merci tout le monde. À bientôt. Au à bientôt. revoir.